13h50, chapitre 12. Vous, jeune fille, entrez dans cette pièce. Surprise, Lucie se retourna et aperçut Mr. Krakentorff. Caché derrière une porte entrebâillée, il lui faisait signe de la rejoindre. Vous avez besoin de moi, monsieur? Ne posez pas de questions, mais obéissez. Le ton était sans réplique. Aussi se dirigea-t-elle vers lui. Pas assez vite cependant, car le vieillard la saisit par un bras et la tira à l'intérieur, non sans refermer la porte derrière elle. Lucie jeta un rapide coup d'œil. Il se trouvait dans une petite pièce, apparemment un cabinet de travail, mais elle semblait abandonnée depuis longtemps. Des liasses de papier poussiéreuses recouvraient le pupitre d'un bureau archaïque et des toiles d'araignée foisonnaient dans les angles du plafond. « Vous désirez sans doute que je mette de l'ordre ?» Non, répliqua Mr. Krakentorff, c'est mon sanctuaire, et je me sépare jamais de la clé. Oh, Emma voudrait bien pénétrer ici, mais je m'y refuse. Admirez plutôt ces spécimens géologiques. Lucie suivit son regard et aperçut une douzaine de pierres, dont quelques-unes étaient soigneusement polies. Intéressant, dit-elle, sans conviction, mais il me reste beaucoup à faire, avec 6 invités dans la maison. Tous ces gens finiront par me ruiner avec leur appétit féroce, et ils n'ont jamais offert de m'indemniser. Mais leur espoir secret sera déçu, car je ne me sens nullement disposée à mourir. Je n'en ai jamais douté. À la bonne heure. Eh bien, regardez ceci. Il la conduisit devant un meuble énorme en vieux chêne. Lucie ne sentait d'autant moins à l'aise que les doigts du vieillard lui serraient fortement le bras. De toute évidence, Mr. Krakentorff avait retrouvé toutes ses forces pour la circonstance. Ce meuble vient de la résidence des parents de ma mère. Il faut 4 hommes pour le changer de place, et vous ne savez certainement pas ce que j'ai déposé à l'intérieur. Vous voulez voir? Volontiers, répondit la jeune femme. Curieuse, hein? Toutes les femmes sont curieuses. Il sortit une clé de sa poche et ouvrit le placard du bas. Puis, s'étant saisi d'une cassette, il fit jouer la serrure. Regardez, ma chère. D'une main sûre, il sortit une sorte de cylindre soigneusement enveloppé dans un papier. Puis, lentement, il dégagea l'une des extrémités. Des pièces d'or tombèrent Salut @Idrial, salut le chat. Qu'ils avaient avancé. Merci, il faut vraiment que je coupe les sons quand je fais ça. Touchez-les, murmura-t-il. Vous les reconnaissez? Non, vous êtes trop jeunes. Ce sont des souverains, ces bons vieux souverains dont nous pouvions nous servir avant ces billets de banque crasseux qui ne valent pratiquement rien. Je les mets de côté depuis longtemps, et j'ai encore d'autres trésors que je tiens en réserve pour l'avenir. Emma l'ignore, tous l'ignorent. Ce sera notre secret, n'est-ce pas, ma chère? Savez-vous pourquoi je vous révèle tout cela? Non, mais vous allez me le dire, sans doute. Je suis veuve depuis longtemps. Pour autant que je puisse m'en souvenir, ma femme ne cessait jamais de se plaindre. À vrai dire, je n'ai jamais pris ses récriminations au sérieux et elle me cédait toujours. Aucune volonté. Quel contraste avec vous. Laissez-moi vous donner un bon conseil. Ne vous laissez pas tenter par un Golduluro. Tous ces jeunes ne valent pas chipette. Songez plutôt à assurer votre avenir. Attendez. Il serra encore un peu plus fort le bras de Lucie, puis lui parla à l'oreille. Attendez, dis-je. Tous ces idiots croient que je vais bientôt passer dans un autre monde, alors je serai surpris de leur survivre. À ce moment-là, nous verrons. Oui, nous verrons. Harold n'a pas d'enfant, Cédric et Alfred ne sont pas mariés. Quant à Emma, elle restera célibataire. Il y a bien Alexander, le fils d'Edith. Oh, je l'aime beaucoup, oui. Voilà qui est ennuyé. Alexander me plaît. Il fit une pause, puis, fronçant les sourcils, il ajouta « Que pensez-vous de tout cela, petite fille ?»« Miss Ailes Barrow, où êtes-vous » La voix d'Emma provenant du hall s'était fait entendre opportunément. « Votre fille m'appelle, » dit Lucie au vieillard. « Tous mes remerciements pour vos confidences. »« N'oubliez pas, sachez attendre, » murmura Mr. Krakentorff. « Je me souviendrai, » assura la jeune femme qui sortit sur le champ. De fait, elle se demandait si elle avait vraiment entendu une proposition de mariage sous certaines conditions. Dermot Craddock était assis dans un petit bureau, à New Scotland Yard. Un coup de négligemment appuyé sur la table, il téléphonait à la préfecture de police de Paris et en français. Cette langue lui était assez familière. Ne n'oubliez pas, il ne s'agit que d'une idée. Mais cette idée me paraît positive, lui fut-il répondu à l'autre bout du fil. J'ai ordonné des enquêtes dans tous les milieux intéressés. Déjà, l'un de mes inspecteurs assure qu'il suit plusieurs pistes intéressantes. Espérons que l'une d'elles nous conduira au but. Voulez-vous, quand elles n'ont pour ainsi dire aucun contact avec leur famille, les femmes de cette catégorie peuvent aisément disparaître de Paris. Nul ne s'en soucie. Elles partent en journée ou un homme surgit dans leur vie. Quoi qu'il en soit, je regrette que la photo transmise par vos services ne facilite pas les recherches.
Et il faudra étudier à fond les rapports que nous recevons. Au revoir, mon cher. Cradock raccrocha l'écouteur quand une note fut déposée devant lui. Miss Emma Krakentorff désire voir l'inspecteur Cradock. Motif, l'affaire Rutherford Hall. Faites monter cette personne, dit simplement le policier au messager. Songeur, Cradock se renversa sur sa chaise. Ainsi, il ne s'était pas trompé. Emma Krakentorff avait quelque chose. Rien de sensationnel, probablement, mais quelque chose. Et elle avait décidé de l'en informer. Dès l'entrée de la visiteuse, il se leva et lui serra la main avant de l'inviter à s'asseoir. 1 minute ou deux s'écoulèrent dans un profond silence. Elle doit chercher ses mots, pensa l'inspecteur qui se pencha vers elle. Vous désirez me parler, Miss Krakentorff? Puis-je vous aider? Disons que certains faits vous tourmentent. Peut-être n'ont-ils guère d'importance et sont-ils sans lien apparent avec l'affaire en cours. Cependant, le moindre détail a son utilité. S'agirait-elle de l'identité de la victime? Avez-vous l'impression maintenant qu'elle ne vous est pas totalement inconnue? Ce n'est pas exactement cela, mais vous avez un doute et votre conscience est troublée. Rassemblant tout son courage, la jeune fille se décida à parler. Vous avez vu 3 de mes frères. Le 4e, Edmond, a été tué en France pendant la guerre. Peu de temps avant sa mort, il m'avait écrit. Elle ouvrit avec son sac à main, se saisit d'une lettre jaunie par le temps et lut à haute voix. J'espère que vous n'aurez pas un choc. J'ai décidé d'épouser une jeune Française. Notre décision a été rapidement prise, mais je suis certain que Martine nous plaira et que vous prendrez soin d'elle. Si je venais à disparaître, je vous donnerai tous les détails voulus dès le début de la semaine prochaine. À ce moment-là, nous serons mariés. Annoncez la nouvelle à notre père avec toutes les précautions désirables. Sans doute passera-t-il des rugissements. Cradock tendit une main, comme à regret. Emma lui remit la lettre, puis reprit la parole sur un ton saccadé. Plusieurs jours après la réception de cette missive, les auteurs militaires nous ont avisé qu'Edmund n'était pas rentré de la base manquante. Probablement tué, était-il spécifié. Plus tard, nous avons eu confirmation de sa mort. Cela de temps avant que Dunkerque, alors que la confusion régnait partout. Dans les papiers de mon frère, aucune mention d'un quelconque mariage et Martine n'a pas redonné signe de vie. La paix venue, j'ai voulu entreprendre des recherches, mais j'ignorais le nom de jeune fille de cette femme. À bout d'arguments, j'en suis arrivée à croire que le mariage n'avait pas eu lieu, ou que Martine avait trouvé la mort au cours d'un bombardement. D'un geste, l'inspecteur l'invita à continuer. Jugez de ma surprise, dit-elle, quand j'ai reçu, il y a quelques mois, une lettre signée Martine Krakentorff. Puis-je la voir? De nouveau, Emma chercha dans son sac, puis donna la missive à son interlocuteur. L'écriture, régulière et appuyée, paraissait être celle d'une personne ayant reçu une certaine éducation. Chère mademoiselle, j'ignore si Edmund vous a informé de notre mariage. Du moins, m'avait-il assuré qu'il vous écrirait à ce sujet. Mon mari a été tué 48 heures après la cérémonie et les Allemands ont occupé notre village. À la cessation des hostilités, j'ai décidé de ne pas prendre contact avec vous, bien qu'avant sa mort, Edmund me l'eût conseillé. La vérité est que j'avais refait ma vie et que je ne me voyais pas la nécessité de vous importuner. Maintenant, hélas, il est tout autrement. Et, dans l'intérêt même de mon fils, je vous adresse ce message, car je ne suis plus en mesure d'assurer à l'enfant de votre frère l'éducation à laquelle il a droit. Je serai en Angleterre dans quelques jours. Voulez-vous avoir l'obligation de me faire savoir si je pourrais vous rencontrer? Votre adresse est 126 Elvers Crescent Road, Londres, numéro 10. J'espère que ma démarche ne sera pas jugée inopportune. Veuillez agréer, etc. Cradock demeura silencieux pendant une bonne minute, puis il relut la lettre. « Qu'avez-vous décidé après avoir pris connaissance de ce message ?» demanda-t-il. Quand je l'ai reçu, mon beau-frère, Brian Isley, était auprès de moi, je me suis confiée à lui. Il m'a conseillé d'avertir Harold, celui de mes frères qui est directeur d'une importante affaire à Londres. Il nous faut être très prudente, m'a-t-il dit, et faire toutes les vérifications voulues. Une courte pause et elle ajouta « Conseil avisé, mais l'auteur de la lettre pourrait être vraiment cette Martine au sujet de laquelle Edmond m'avait écrit, et dans ce cas, il convenait de ne pas l'ignorer. Aussi, pris-je sur moi d'écrire à l'adresse indiquée pour l'inviter à venir à Rutherford Hall. 4 jours plus tard, je reçus un télégramme de Londres ainsi conçu. Regrette profondément être obligé de rentrer immédiatement en France. Martine. Aucune nouvelle depuis. Pouvez-vous me préciser la date à laquelle ce télégramme vous a été remis ou me la remettre? Je l'ai égaré, mais je me souviens de l'avoir reçu à l'approche de Noël, car je désirais inviter Martine pour les fêtes traditionnelles, et mon père s'y est fortement opposé.
Dans ces conditions, j'ai suggéré qu'elle passe le week-end suivant de cette fête avec nous. » Un moment de silence, et Cradock reprit la parole. « En toute sincérité, croyez-vous que la femme du sarcophage pourrait être Martine ? Vous aviez fait allusion à une étrangère, et je ne puis m'empêcher de... » Sa voix faiblissait. Compatissant, l'inspecteur s'empressa de répondre. « Vous avez agi sagement. De tout cela, on serait enclin à déduire que l'auteur de la lettre a regagné la France et qu'elle s'y trouve encore. Cependant, je constate des coïncidences de date qui, d'ailleurs, n'ont pas échappé à votre sagacité. Ainsi que l'enquête l'a établi, la mort de la victime remonte à 3 ou 4 semaines. Mais, Miss Krakentorff, ne vous tourmentez pas, fiez-vous à moi. » Un léger toussotement, il posa une nouvelle question. « Vous avez consulté Mr. Harold, m'avez-vous dit, et les autres membres de la famille ? » « Naturellement, j'ai dû avertir mon père, comme de juste. Il s'est emporté et il a prétendu que toute cette histoire n'était qu'un prétexte pour lui soutirer la forte somme. Mais 2 autres frères ont été également mis au courant. Alfred était porté à croire qu'il s'agissait d'une farce, mais il n'a pas exclu la possibilité d'une imposture. Quant à Cédric, il se désintéresse de tout ce qui ne paraît pas l'affecter directement. En conclusion, nous avons décidé de recevoir Martine en présence de notre notaire, Mr. Winburn. » Quelle a été son opinion ? Oh, nous n'avions pas encore discuté à fond avec lui quand le télégramme est arrivé. Avez-vous d'autres détails à me donner ? Oui, j'ai écrit une 2e lettre à Londres avec la mention « Faites suivre », aucune réponse. Plutôt curieux. Admettons que le premier message signé Martine soit authentique. Quels seraient vos sentiments à l'égard de la veuve de votre frère ? Le visage d'Emma se détendit. J'aimais beaucoup Edmund. Il était mon préféré. Tout compte fait, le texte et la lettre me paraissent être exactement celui qu'écrirait une jeune femme en de pareilles circonstances. Les événements auxquels il est fait allusion semblent normaux. Après la guerre, Martine a dû se remarier ou fréquenter un autre homme qui la protégeait ainsi que l'enfant. Ou cet homme est mort, ou il l'a quitté. Que pouvait-elle faire, sinon s'adresser à la famille d'Edmund, qui lui-même lui avait conseillé ? Toutefois, l'attitude d'Harold m'a troublée. Si cette lettre a été écrite par une aventurière, il ne peut s'agir que d'une femme au courant de tous les faits, m'a-t-il déclaré. Je l'admets, mais il vous déplairait pas que la lettre fût authentique. Le regard d'Emma exprimait une certaine sympathie. Oui, je serais si heureuse d'accueillir le fils de mon frère. D'un geste, Cradock acquiesça, et après une courte pause, il reprit l'entretien. À première vue, la lettre donne l'impression d'avoir été écrite par Martine. Ce qui me paraît surprenant, c'est la suite. Le soudain départ de cette femme pour la France, Paris probablement, et le fait que vous n'avez plus entendu parler d'elle. Votre réponse n'a pu cependant lui déplaire, puisque vous acceptiez de la recevoir. Pourquoi n'a-t-elle pas écrit après ce télégramme évasif ? Remarquez que cette question ne vaut que si la lettre est authentique, car dans le cas contraire, les événements sont plus facilement explicables. Peut-être Mr. Winburn a-t-il procédé à une enquête dont la personne en question a eu vent. Effrayée, elle a quitté le pays. Il est encore possible que vos frères aient pris une initiative similaire, après le même résultat. L'intéressé pensait peut-être n'avoir affaire qu'à vous seul. Les femmes n'étant généralement pas aussi méfiantes que les hommes, elles espéraient obtenir une aide importante pour l'enfant et sans grande difficulté. À propos, il ne s'agirait plus d'un enfant à l'heure présente, car le fils de votre frère devrait avoir près de 17 ans. Vous rendez-vous compte de son existence pourrait poser de sérieux problèmes. Né légitimement, il deviendrait l'un des héritiers de la fortune laissée par votre grand-père. Emma en convint. Et reprit Cradock, en sa qualité de descendant de Mr. Edmund, donc fils aîné, il hériterait de Rutherford Hall. Cette décision bouleversa Emma. Ne perdez pas votre sang-froid, conseilla l'inspecteur. Le principal est que vous soyez venu me voir et je vais faire toutes les recherches nécessaires. D'ores et déjà, il paraît extrêmement probable qu'il n'y a aucun rapport entre la personne qui a écrit la lettre et la femme du sarcophage. Je suis très heureuse de m'être fiée à vous, répondit Emma. Vous êtes très bienveillant à mon égard. Cradock la reconduisit jusqu'à la porte de son bureau, puis il téléphona à l'un de ses adjoints. Bob, j'ai une mission à vous confier. Allez au 126 Elver Crescent avec des photos de la femme de Rutherford Hall. Essayez d'obtenir tous les renseignements voulus sur une personne qui prétendait s'appeler Martine Krakentorff, où elle a séjourné dans l'immeuble, où elle s'est contentée d'y prendre son courrier, disons entre le 15 et le 31 décembre.
Dans l'après-midi, l'inspecteur rendit visite à un impresario qu'il connaissait, mais le résultat de l'entretien fut plutôt décevant. À son retour à New Scotland Yard, il trouva un télégramme de Paris sur son bureau. Vos renseignements pourraient s'appliquer à Anna Stavinska, danseuse des ballets Mariinsky. Stop. Votre présence serait utile. Dessin préfecture. Craddock poussa un grand soupir de soulagement. Enfin, pensa-t-il, voilà qu'ils éclairent le problème, Martine. Et le soir même, il prenait le ferryboat. Et je remercie beaucoup la gaffe pour le sub. Donc, chapitre 13. Juste ciel, s'écria Emma. J'allais oublier que j'ai demandé à Miss Aylesborough de nous présenter sa tante aujourd'hui même. Remettez cette visite à plus tard, répliqua Harold, plutôt agressif. Il nous faut encore discuter entre nous de la présence d'étrangers et inopportune. Que Lucie et sa tante s'installent à la cuisine ou ailleurs, appuya Alfred. Impossible, répondit sa sœur. Ce serait incorrect. Laissez-la venir ici, conseilla Cédric. Nous pourrons peut-être l'amener à nous donner des précisions concernant Lucie. Il me plairait d'en savoir davantage sur cette fille. La vérité est qu'elle ne m'inspire guère confiance. Trop habile à mon avis. Cependant, elle a de hautes relations et on n'a rien relevé de défavorable en son égard, reprit Harold. Voyez-vous, j'ai fait prendre toutes sortes de renseignements, rien de plus naturel quand il s'agit d'une personne assez curieuse pour découvrir le cadavre d'une femme dans un sarcophage. Si vous connaissez seulement le nom de la victime, s'écria Alfred. Harold haussa les épaules avant de se tourner vers sa sœur. Permettez-moi de dire, Emma, que vous ne devriez pas jouir de toutes vos facultés quand vous avez suggéré à la police que la morte pouvait être l'amie française d'Edmund. L'inspecteur Craddock sera tenté de croire qu'elle est venue ici et que l'un de nous l'a tuée. Harold, protesta Emma, n'exagérez pas. Mon frère a raison, coupa Alfred. Je ne sais quel mobile vous a poussé à prendre cette initiative. Pour ma part, j'ai l'impression d'être suivi partout par des inspecteurs en civil. Ce fut au tour de Cédric d'intervenir. J'avais conseillé à ma sœur de se taire, mais Quimper l'en a dissuadé. De quoi se mêle-t-il gronda Harold. Qui s'en tienne donc à ces pilules? Oh, à cette dispute, dit Emma avec lassitude. À vrai dire, je ne suis pas mécontente de la visite de cette miss. Peu importe son nom, du moins, la présence d'une étrangère vous obligera-t-elle à interrompre des discussions interminables? Je vais faire un brin de toilette. Après son départ, Harold se prit à réfléchir, puis il se tourna vers ses frères. Comme Cédric l'a souligné à plusieurs reprises, il est étrange que cette Lucie ait pris sur elle d'ouvrir un sarcophage. Travail herculéen. Nous devrions peut-être envisager certaines précautions, d'autant qu'au cours du déjeuner, j'ai remarqué que son attitude était plutôt hostile. Fiez-vous à moi, répondit Alfred, je saurai bientôt à quoi m'en tenir à son sujet. Il faut toujours connaître la raison pour laquelle elle est acharnée sur le sarcophage. Au fait, est-on absolument certain qu'il est ouvert par elle? Alors, par qui et dans quel but demanda Harold qui semblait bouleversé. Les trois frères se regardèrent avec insistance. Et cette damnée femme qui vient prendre le thé, reprit Harold, alors que nous avons grand besoin de réfléchir. Patience, répliqua Alfred, nous aurons l'occasion de parler ce soir. Entre-temps, essayons de cuisiner notre invité. Vraiment trop aimable à vous de m'avoir invité à prendre le thé avec votre famille, dit Miss Marple à Emma Krakentorff. Avec ses châles et ses écharpes de laine à angora, la visiteuse était l'image même d'une charmante vieille demoiselle dont le visage au teint rosé émerge de la peluche. Rayonnante de joie, elle regardait tout à tour Harold, toujours élégant, Alfred, affable au possible, Cédric, debout devant la cheminée et boudant quelque peu l'assistance. « Nous sommes très heureux de vous recevoir », assura Emma d'une voix polie. Conduite par Lucie, Miss Marple s'était confortablement assise près du feu. Maintenant, elle remerciait Alfred qui ne cessait de lui offrir des sandwichs. « Ne vous donnez pas cette peine. Oh, je prendrai volontiers celui-ci. Œuf et sardines. Voyez-vous, avec l'âge, on attache beaucoup d'importance à ces sortes de collations, car le soir, il convient de se contenter d'un repas léger. La prudence avant tout. » Tout miel, Alfred opina de la tête, puis Miss Marple s'adressa à Emma. « Quelle belle demeure est la vôtre. Et il doit être agréable d'avoir ses frères auprès de soi. Tant de familles sont éparpillées. » Deux de mes frères vivent à Londres, donc une distance relativement courte, très appréciable. Toutefois, Cédric, qui est peintre, réside à Ibiza, aux îles Baléares. Les artistes raffolent des îles. Chopin plaisait à Majorque, mais nous parlons de peinture. Alors citons Gauguin. Ses œuvres sont très appréciées. Cependant, je n'aime guère les tableaux représentant des femmes indigènes. Cette sinistre couleur moutarde évoque un débordement de bile.
Cédric ne put s'empêcher de rire, puis, sans transition, il aborda un autre sujet. Parlez-nous plutôt de l'enfance de Lucie, Miss Marple. Ravie, la vieille demoiselle se disposait à égréger ses souvenirs quand le docteur Quimper fit son entrée. Après une rapide présentation de Miss Marple, il jeta un regard séculaire. « J'espère que votre père n'est pas sorti par ce mauvais temps ?» demanda-t-il à Emma. « Oh non, il se sent un peu fatigué. » « Et évite les visiteurs, je pense, » ajouta Miss Marple avec un sourire en coin. « Voilà qui me rappelle mon cher papa. Encore un vieux jupon à votre table, disait-il à maman. Faites-moi servir dans mon cabinet de travail. » « Ne croyez-vous pas que... » commença Emma, mais Cédric l'interrompit. « Le thé du paternel est souvent apporté dans son bureau quand ses chers fils sont présents. Voilà qui relève de la psychologie, n'est-ce pas, docteur ?» L'interpellé dévorait un sandwich et gâteau avec l'attrait d'un homme qui ne peut consacrer beaucoup de temps à ses repas. Il avala une dernière bouchée avant de répondre. La psychologie serait une belle chose si on laissait aux seuls spécialistes le soin de s'en charger. Mais l'ennui est que, de nos jours, chacun prétend être expert en la matière. Mes propres malades dépeignent leurs complexes et les névroses sans me donner la moindre chance d'établir mon diagnostic. Oui, Emma, j'accepterai une deuxième tasse de thé. Je n'ai pas une minute pour déjeuner aujourd'hui. La vie d'un docteur n'est qu'une succession de sacrifices, murmura Miss Marple. Votre remarque donne à penser que vous ne fréquentez pas de nombreux docteurs. La vérité est qu'on a souvent tendance à nous traiter de sangsues. Quoi qu'il en soit, nous sommes toujours payés maintenant, car les gens entendent bénéficier au maximum des lois sociales. Ainsi, quand une petite fille a toussé 2 fois pendant la nuit ou si son frère a croqué 2 pommes trop vertes, on dérange le médecin en pleine nuit. Mais assez sur ce sujet. Votre gâteau est excellent, Emma. Ce n'est pas mon gâteau. Le mérite en revient à Lucie. Mais les vôtres sont tout aussi savoureux, répliqua Quimper. Désirez-vous voir mon père demanda Emma, dont le visage s'était légèrement empourpré. Miss Marple les suivit du regard alors qu'ils sortaient du salon. Miss Krakentorff est une jeune fille très douée, fit-elle remarquer. Je ne puis m'expliquer une telle sollicitude à l'égard de notre père, ironisa Cédric. Harold s'empressa d'intervenir. « N'oubliez pas, mon cher, qu'elle vit très confortablement à Rutherford Hall. En tout cas, Emma sait ce qu'elle fait. Elle est née pour devenir vieille fille, assura Alfred. Miss Marple cligna légèrement des yeux. « Le pensez-vous vraiment ?» Nouvelle interruption de la parole d'Harold. Cédric ne donne pas à cette expression un sens. Aucune enfance, répondit Miss Marple. Je me demandais simplement si votre frère avait raison dans ce cas particulier. Voyez-vous, je ne pense pas que Miss Emma devienne une vieille demoiselle. Elle doit être de celles qui se marient assez tard dans la vie et s'en trouvent très heureuses. Maigres sont les chances de découvrir un mari en restant ici, s'écria Cédric. Cette maison n'est pas fréquentée par des hommes capables de demander sa main. Le clignement d'œil s'accentua. Il y a tout de même les pasteurs ou les médecins, susurra la visiteuse. Son regard gentiment espiègle s'attardait sur l'une et l'autre des personnes présentes. Il est temps de prendre congé, dit alors Miss Marple. Tous mes remerciements pour cette charmante invitation. Elle m'a permis, d'apprécier votre vie de famille et ainsi de m'en rendre compte du cadre dans lequel vit ma chère nièce. Une vie de famille avec un crime au premier plan, souligna Cédric. Harold laissa échapper une exclamation de colère que Miss Marple voulut bien ignorer. Tournée vers Cédric, elle toussota légèrement avant de lui adresser une dernière fois la parole. « Savez-vous que vous me rappelez le jeune Thomas Hieb ? Le fils du directeur de ma banque, toujours prêt à effrayer les gens, penchant qui ne convenait guère à des milieux financiers. Aussi est-il parti pour les colonies, il n'en revient à la mort de son père et hérita d'une grosse fortune. Je dois ajouter qu'il avait plus de disposition pour dépenser l'argent que pour le gagner. » Cédric n'était pas encore revenu de sa surprise quand la visiteuse se retira, accompagnée jusqu'à la porte par Harold. L'ayant brusquement refermée, celui-ci interpella Alfred avec dédain. « Est-ce que cela vous appelez cuisiner une invitée ?» Lucie reconduisit Miss Marple en voiture jusqu'à la demeure. Sur le chemin du retour, une silhouette se profila devant les phares, au moment où l'auto allait s'engager dans le parc, et bientôt la jeune femme reconnut Alfred, qui agitait une main. « On se sent mieux ici, dit-il quand ils pénétrèrent dans la maison. J'avais l'intention de faire une promenade hygiénique, mais le froid m'a saisi. Alors, la vieille demoiselle est rentrée chez elle ?
Oui, et elle a passé un moment très agréable avec votre famille. Cette satisfaction était visible. Curieux, ce penchant des personnes âgées pour une quelconque compagnie, même si la gaieté fait défaut. Et je crains que Rutherford Hall ne batte tous les records à ce sujet. Pour ma part, 2 jours me suffisent. Comment pouvez-vous rester dans cette sinistre demeure, Lucie? Vous ne m'en voulez pas de vous appeler ainsi? Nullement, mais la vie ici ne me paraît pas monotone. Évidemment, pour moi, il ne s'agit pas d'y rester indéfiniment. J'ai étudié votre comportement et il me faut reconnaître que vous êtes extraordinairement doué, trop même, pour perdre votre temps à cuisiner ou à laver la vaisselle. Votre appréciation me flatte, mais je préfère cette sorte d'occupation à un travail de bureau. Cependant, il y a d'autres moyens d'assurer son existence. Vous pourriez travailler pour votre compte personnel. Exactement ce que je fais. J'entends d'une autre façon. Par exemple, il serait possible de mettre vos dons à profit pour vous rendre complètement indépendante, pour vous dégager de... Me dégager de quoi ? De toutes ces conventions et lois idiotes qui entravent notre activité à tous. Le fait est qu'il est toujours possible de les tourner et si on est assez adroit pour éviter les risques, et vous en êtes capable, et en toute franchise, cette suggestion ne vous tente pas ? Il me faudrait plus de détails. Peut-être désirez-vous que je vous aide à vendre des attrape-nigauds ? Rien d'aussi dangereux, simplement effleurer les limites de la légalité, pas davantage. Il posa une main sur le bras droit de son vis-à-vis. Vous êtes tellement attirante, Lucie, et je voudrais vous avoir comme associée. Vraiment, vous me comblez. Me donnez-vous à entendre que vous refusez ? Voyons, réfléchissez, pensez au plaisir qui serait nôtre si nous pouvions braver les moralistes à tout craint. Évidemment, il nous faudrait un capital. Je crains que je ne puis vous satisfaire sur ce point. Oh, ce n'est pas un appel. J'aurai de l'argent avant de peu de temps. Mon père vénéré n'est pas éternel. Quelle avarice sordide. Mais quand il fera le dernier saut, vous me comprenez. Alors, qu'en pensez-vous ? Quelles sont les conditions ? Le mariage, si vous y tenez. Il semble que cette formalité plaise aux femmes aussi intelligentes et indépendantes soient-elles. Et les femmes mariées ne peuvent témoigner contre leur époux. Voilà qui n'est pas très flatteur. Laissez l'ironie de côté, Lucie. Ne comprenez-vous pas que je suis tombé amoureux de vous ? Plutôt surprise, Lucie avait l'impression qu'Alfred ne manquait pas de charme, même qu'il exerçait une certaine fascination. Peut-être était-elle due à l'attrait magnétique de ses yeux, des yeux de félin, pensait-elle. Se ressaisissant, elle prit à rire et se dégagea du bras qui, déjà encerclait sa taille. « Ce n'est pas le moment de badiner, il me faut penser au dîner. »« Naturellement, et vous êtes une excellente cuisinière. Qu'allez-vous nous servir ?»« Soyez patient et vous le verrez. Ma parole, vous êtes encore plus gourmand que les 2 collégiens. » Rentrée dans la maison, Lucie se hâta vers la cuisine et fut quelque peu étonnée de voir apparaître Harold Krakentorff. « Miss Ailes Barrow, puis-je vous parler ? Vous serait-il possible d'attendre ? Je suis en retard. »« Certainement, disons après le dîner. »« Entendu, monsieur Krakentorff. » Après le repas du soir et la vaisselle faite, Lucie se rendit dans le hall où l'attendait Harold. « À votre disposition, monsieur. » Entrons dans cette pièce, dit-il, ouvrant la porte du salon qu'il referma derrière la jeune femme. « Je rentre à Londres demain matin, expliqua-t-il, et je désire vous dire combien vos talents m'ont impressionné. »« Merci, répondit simplement Lucie, légèrement intriguée. Mais mon opinion est qu'avec une telle intelligence, vous perdez votre temps dans cette maison. Je n'ai pas cette impression. Du moins, pensait Lucie, celui-ci ne peut me demander en mariage, il est déjà pourvu d'une femme. Je suggère qu'après nous avoir assisté au mieux au cours d'une crise lamentable, vous vous rendiez à Londres, visite à Londres. Donnerez un rendez-vous par téléphone à ma secrétaire, je la préviendrai dès mon retour. Notre firme a besoin d'une collaboratrice possédant vos qualités. Sachez, Miss Ailes Barrow, que je ne suis en mesure de vous offrir un salaire très appréciable et que votre avenir sera pratiquement assuré. Son sourire était magnanime. J'apprécie votre offre, monsieur Krakentorff, mais permettez-moi de réfléchir, répondit posément l'intéressé. N'attendez pas trop longtemps, une proposition de ce genre ne doit pas être déniée par une personne anxieuse de réussir dans ce monde. De nouveau, un large sourire découvrait ses dents étincelantes. Bonne nuit, Miss Ailes Barrow, et que ce repos vous soit profitable. Dans l'escalier, Lucie se heurta à Cédric. Lucie, murmura-t-il, j'ai une question à vous poser. Pas possible, répondit-elle ironiquement. Alors, vous allez me proposer de vous épouser et de prendre soin de vous à Ibiza ? Cédric eut un sursaut. Je n'ai jamais pensé à pareille chose. Toutes mes excuses, je me suis trompée cette fois. Je désirais simplement savoir où trouver un indicateur des chemins de fer. C'est tout ? Eh bien, vous en trouverez un sur la table du hall.
Un conseil, répliqua Cédric. Vous ne devriez pas croire que chaque homme désire convoler avec vous. Certes, vous êtes gentille, très gentille, mais de là à concourir pour un prix de beauté, non. Et il y a un mot pour désigner votre manie qui ne cessera de s'aggraver. Le fait est que vous êtes la dernière femme à laquelle je penserai. La dernière. Vraiment, répliqua Lucie avec un calme impressionnant. Peut-être préférez-vous que je devienne votre belle-mère? Quoi? S'écria Cédric stupéfait. Vous m'avez bien entendu, lança Lucie avant d'entrer dans sa chambre et de fermer la porte. Chapitre 14. Dès son arrivée à Paris, Dermot Cradock rendit visite à l'inspecteur principal d'Essaim. Les deux policiers s'étaient déjà rencontrés à diverses reprises et éprouvaient l'un pour l'autre une grande sympathie. Du fait que Cradock s'exprimait assez couramment en français, la conversation se déroula dans cette langue. « Évidemment, ce n'est qu'une impression, » souligna Dessein. « Voici une photo du corps de ballet dont je vous ai parlé. Regardez la 4e danseuse à gauche. Vous dit-elle quelque chose ?» Son interlocuteur fit un geste évasif. Une femme qui a été étranglée ne s'identifie pas facilement quand elle figure vivante dans un groupe dont tous les membres sont outrageusement fardés et portent des coiffures sensationnelles. Cette danseuse pourrait être la personne en question, répondit cependant Cradock, après un nouvel examen. Je ne saurais m'en engager davantage. Mais qui est-elle? Et que savez-vous à son sujet? Peu de choses. Il ne s'agit pas d'une vedette, voyez-vous, et le ballet Mariinsky n'est guère connu. Il se produit dans les théâtres du second ordre et fait des vagues tournées à l'étranger. Aucune étoile capable d'attirer les snobs. Mais je vais vous conduire auprès de la directrice, Madame Joliette. Une femme d'affaires efficiente, cette Madame Joliette, avec son regard astucieux, l'ombre d'une moustache et un embonpoint impressionnant. « Je n'aime pas la police !» s'écria-t-elle sans chercher à dissimuler son mépris. « Elle ne manque jamais de me créer des ennuis. »« Allons, madame, soyez calme !» répondit Dessein, dont la maigreur contrastait avec l'ampleur de son vis-à-vis. « Quand vous ai-je créé des ennuis ? Ne serait-ce qu'à propos de cette petite folle qui a voulu s'empoisonner parce qu'elle est tombée amoureuse d'un chef d'orchestre qui ne s'intéressait guère aux femmes. Et pour cause, quel brouhaha avec votre enquête, quel scandale pour mon ballet. Ne vous plaignez pas, ce fut un stimulant de premier ordre pour les recettes, et il y a déjà 3 ans de cela. Mais parlons plutôt d'Anna Stavinska. De quoi s'agit-il exactement ? Demanda prudemment Madame Joliette. Est-elle russe ? Nullement. Ah, le nom. Vous ne savez donc pas encore qu'elles adorent toutes porter un nom slave ? Anna n'avait guère de talent, et elle n'était pas particulièrement belle. Passable physiquement, c'est tout. Juste assez bonne pour les ensembles. De nationalité française ? Sans doute. Elle avait un passeport en règle, mais elle m'a parlé un jour d'un mari anglais. Un mari anglais, dites-vous ? Vivant ou mort ? Madame Joliette haussa les épaules. Comment je le saurais ? Avec ces filles, il y a toujours des complications avec les hommes. Quand avez-vous vu Stavinska pour la dernière fois ? J'ai fait une tournée en Angleterre pendant 6 semaines. Nous avons joué à Torquay, Bournemouth, Eastbourne, dans plusieurs autres villes dont les noms m'échappent et finalement à Londres. À Hammersmith, pour être précise. Puis nous sommes revenus en France, mais sans Anna. Elle m'avait envoyé un court message m'informant qu'elle avait des affaires à régler. Pour ma part, je n'ai pas cru un mot à toute son histoire. Peut-être avait-elle fait la connaissance d'un Crésus ? Cradock esquissa un sourire. Cette pensée n'était-elle pas la seule qui pût s'imposer à l'esprit de Madame Joliette en pareil cas ? Et ce n'est pas une perte grave, ajouta-t-elle. À n'importe quel moment, de meilleures danseuses m'offrent leur service. À quelle date vous a-t-elle quitté ? Voyons, nous sommes rentrés en France. Ah, je me souviens, le dimanche précédent Noël. Et Anna est partie 2 ou 3 jours avant. Même nous avons dû terminer nos représentations à Hammersmith sans elle, ce qui m'a obligé à remaniérer le ballet. Et puis, zut, que cette Péronnelle ne se présente plus devant moi. En somme, un pénible souvenir, risqua Dessein. Oh, moi je m'en moque maintenant. Elle a dû passer les fêtes en joyeuse compagnie. Mais j'y pense. Pourquoi la recherchez-vous ? Aurait-elle fait fortune par hasard ? Au contraire, répondit Cradock. Nous craignons qu'elle ait été assassinée. Madame Joliette ne parut pas autrement se mouvoir. Possible, ce sont des choses qui arrivent. À propos, figurez-vous que cette Anna était très pieuse. Elle allait à la messe tous les dimanches. Dessein s'impatientait, mais son collègue britannique intervint de nouveau. Vous êtes parlé d'un fils, madame ? Un fils ? Donnez-vous à entendre qu'elle avait un enfant. Cela me paraît plus qu'improbable. Ces filles ont une certaine expérience de la chose, et monsieur Dessein le sait. Elle a pu être mère avant de devenir une artiste professionnelle. Pendant la guerre, par exemple. Pendant la guerre ? C'est possible, mais je l'ignore. Quels étaient ses meilleurs amis dans la troupe ? Je puis vous donner 2 ou 3 noms.
Impossible d'en savoir davantage. Aussi, Cradock montra-t-il à Madame Joliette le poudrier trouvé par Lucy Aylesborough. « Toutes les femmes possèdent un objet de ce genre, dit-elle laconiquement. Puis, l'inspecteur fit allusion à un manteau de fourrure acheté à Londres. « Sachez, assura la maîtresse de ballet, que je m'occupe des répétitions et des représentations. Tout ce qui ne concerne pas ma profession m'est indifférent. Je n'ai pas le temps de m'attarder sur les vêtements que portent mes artistes. » Après Madame Joliette, les deux policiers interviewèrent les danseuses dont elles avaient révélé les adresses. Deux d'entre elles avaient assez bien connu Anna, mais elles tinrent à préciser que leurs camarades se lançaient rarement dans des confidences concernant sa vie privée. Cependant, la troisième crut devoir souligner que, parfois, il lui plaisait de débiter des mensonges. Anna prétendait avoir été la maîtresse d'un grand-duc ou d'un riche banquier anglais. Puis, elle affirmait avoir appartenu à la résistance pendant l'occupation. Même, elle voulait nous faire croire qu'elle avait joué des rôles de premier plan à Hollywood. À Londres, assura une autre danseuse, elle a fait allusion à un millionnaire qui se préparait à aller l'emmener en croisière parce qu'elle lui rappelait sa fille, tuée dans un accident de voiture. Quelle blague! En somme, pensait Cradock, les petites camarades exagéraient quelque peu. Un seul fait d'importance, le 19 décembre, la mystérieuse personne avait décidé de ne pas rentrer en France et le jour suivant, une femme lui ressemblant avait pris le train de 16h33 en direction de Brackenton et s'était fait étrangler. Si la femme du sarcophage n'était pas Anna Stravinska, où cette dernière se trouvait-elle maintenant? Devrait-on croire Madame Joliette? Sa réponse ne variait guère. Avec un homme. Et peut-être avait-elle raison. Cradock sombra dans un abîme de réflexion. Une autre possibilité devait être prise en considération, celle que laissait entrevoir l'allusion faite par Anna à un mari anglais. S'agissait-il d'Edmond Krakenthorpe? Improbable, si on prenait à la lettre la mentalité prêtée à la jeune femme par celle qu'il avait connue. En revanche, il n'était pas exclu que ladite Anna avait rencontré à une certaine époque cette Martine, et qu'elle l'ait amenée à lui confier ses secrets. Dans ce cas, Anna aurait pu écrire elle-même la lettre reçue par Emma Krakenthorpe. Supposition qui justifiait les craintes qu'aurait pu éprouver l'aventurière à la suite de l'enquête faite par Harold Krakenthorpe ou Mr. Winborn. Anna avait dû juger prudent de se séparer du ballet Marinsky, mais où était-elle réfugiée? De nouveau, l'opinion de Madame Joliette semblait pertinente, auprès d'un amoureux. Avant de quitter Paris, Cradock eut un dernier entretien avec son collègue français sur le problème posé par le cas Martine. Ils convinrent qu'il fallait pousser l'enquête à fond. Aussi, Dessein assura-t-il que tout serait mis en œuvre pour vérifier s'il n'y avait vraiment aucune trace d'un mariage entre le lieutenant Edmond Krakenthorpe du 4e régiment de Southshire et une jeune Française dont le prénom était Martine. Époque juste avant la chute de Dunkerque. Toutefois, Dessein prit soin de souligner que non seulement la région avait été occupée par l'ennemi presque au même moment, mais que cette partie de la France ayant subi des ravages considérables au cours de l'invasion, la plus grande partie des archives avait été détruite. Dès son retour à New Scotland Yard, Cradock reçut la visite du sergent détective Witherall, Bob, à qui il avait confié une mission avant de s'en rendre à Paris. De fait, le rapport de son assistance n'était guère encourageant. Une simple adresse pour recevoir du courrier, voilà ce qu'a été le 126 Elvers Crescent. Dans le cas qui vous intéresse, déclara Witherall. En revanche, la maison jouit d'une bonne réputation. Aucune identification. J'ai montré la photo de l'inconnu du sarcophage, sans résultat. Donc, ce n'est pas elle qui venait prendre les lettres. Toutefois, il convient de noter qu'un grand nombre de personnes fréquentent l'immeuble. Une pension pour étudiants. L'inspecteur fronça les sourcils. Et ajouta, le sergent, nous avons fait des recherches dans les hôtels. Aucune mention d'une Martine Krakenthorpe dans les registres. Enfin, après votre appel téléphonique de Paris, nous nous sommes occupés d'Anna Stravinska. Son nom a été relevé dans une modeste pension où elle a séjourné avec d'autres danseuses. Elle en est partie la nuit du 19 décembre. Après son retour du théâtre, aucune autre indication. Un geste d'impatience et sans grands espoirs, Cradock donna l'ordre à Witherall de continuer ses recherches. Puis, après un moment de réflexion, il se décida à prendre rendez-vous avec Mr. Winborn. Avec toute la solennité qui caractérise une charge de solliciteur, il fut introduit dans une pièce austère. Assis derrière au bureau, aussi imposant que démodé, Mr. Winborn semblait trôner au milieu de dossiers poussiéreux. Relevant ses lunettes, il regarda son visiteur avec cette morne politesse qui ne laisse aucun doute sur les sentiments d'un conseiller juridique à l'égard des policiers qui troublent la quiétude des clients appréciés. «
Que puis-je faire pour vous demanda-t-il d'un ton résigné. Veuillez lire cette missive. Et le visiteur posa sur le bureau la lettre adressée par Martin à Miss Krakentorff. Mr. Winborn l'effleura d'un doigt, mais ne la prit pas en main. Ses joues étaient légèrement empourprées et sa bouche se contracta. « Je sais, dit-il d'un ton pincé. Miss Emma Krakentorff m'a écrit pour m'informer de sa visite à Scotland Yard et du sujet de l'entretien qu'elle a eu avec vous. Qu'il me soit permis de souligner que je ne comprends pas, absolument pas, pourquoi je n'ai pas été consulté. Extraordinaire oubli, inouï, oserais-je dire. » Cradock crut devoir débiter cette série de platitudes qui, généralement, apaisent un esprit agité, mais sans grand succès. Aussi, l'inspecteur fit-il un nouvel effort. « Je suppose que, pendant la guerre, des circonstances exceptionnelles... » Il n'eut pas le temps de poursuivre. « Circonstances exceptionnelles, dites-vous » s'indigna son vis-à-vis. « À cette époque, mon père s'occupait des intérêts des Krakentorff. Il est mort il y a 6 ans. » Je n'exclus pas qu'il ait pu faire allusion, devant moi, à ce prétendu mariage, mais à tout prendre, il semble que, même si cette union a été envisagée, elle n'a jamais eu lieu et que mon père n'a attaché aucune importance à toute cette histoire. Sinon, il aurait été plus prolixe. D'autre part, l'affaire Martine me paraît ténébreuse. Pensez, une femme qui surgit après des années de silence et ce fils soi-disant légitime, très louche en vérité. Et quelles preuves a-t-elle? Je voudrais bien les connaître. Je le conçois, mais admettez que cette femme ait dit la vérité. Quelle serait sa position et celle de l'enfant? Je suppose qu'elle s'efforcerait de décider les Krakentorff à assurer son entretien, ainsi que celui de son fils. D'accord sur ce point, mais quel droit aurait-il? Je devine votre pensée. Mr. Winborn remit ses lunettes qu'il avait enlevées dans un moment de colère et dévisagea son interlocuteur avant de continuer. Pour le moment, aucun. Mais s'il était prouvé qu'il s'agit du fils légitime d'Edmund Krakentorff, ce fils aurait le droit à la mort de Luther Krakentorff, à une part du capital laissé par le père de celui-ci, Josiah. Sans oublier qu'en sa qualité de descendant direct du fils aîné de Luther, il hériterait de Rutherford Hall. Et, reprit Cradock sur un ton indifférent, si, après la mort de Luther Krakentorff, la femme en question ne pouvait fournir aucune preuve valable. Alors, Cédric deviendrait le propriétaire du domaine. On m'a donné à entendre que la fortune le laisse indifférent. Mr. Winborn se raisit. Vraiment? Eh bien, je suis enclin à ne donner une opinion de ce genre que la valeur d'un grain de poussière. Il se peut qu'il existe des gens que l'argent ne tente pas, mais j'avoue n'en avoir jamais rencontré. Le solliciteur semblait se complaire dans cette sorte de psychologie. Aussi, Cradock s'empressa-t-il de tirer parti de l'occasion. « J'ai eu l'impression, dit-il, que la fameuse lettre avait bouleversé Harold et Alfred Krakentorff. Et pour cause !» redoutent-ils une sensible réduction de leur héritage? Sans le moindre doute. Une courte pause, et Winborn ajouta. Mais cela n'est pas un motif suffisant pour assassiner quelqu'un. Il paraît que tous les deux ont de graves ennuis financiers, murmura Cradock. L'inspecteur soutint sans sourciller le coup d'œil acéré que lui lança son vis-à-vis. Oh, je vois que la police a poussé son enquête à fond, répondit Mr. Winborn. Le fait est qu'Alfred ne cesse de se créer des soucis. À l'occasion, il gagne des sommes appréciables, mais il les perd rapidement. Quant à Harold, vous avez dû apprendre sa situation financière actuelle est quelque peu tendue. Curieux, l'homme paraît bien assis. La façade, tout en façade, inspecteur. La bonne moitié des hommes d'affaires ignorent s'ils sont réellement solvables. Les bilans même ne signifient rien. On ne peut les établir d'une façon telle que le profane n'y comprenne rien. Et quand les avoirs portés au crédit ne sont pas réalisables et qu'une difficulté surgit, dans quelle situation se trouve-t-on? Probablement dans celle d'Harold Krakentorff. Il faut trouver des fonds à tout prix. Exact. Mais ce n'est pas en entranglant la supposée veuve de son frère aîné qu'il sortira d'embarras. Et personne m'a encore tué Luther Krakentorff. Sa mort seule pourrait servir les intérêts de ses fils. Donc, inspecteur, je ne vois pas très bien où vous voulez en venir. Le pire était que Cradock lui-même n'aurait pu le dire exactement. Chapitre 15. Comme il se devait, Cradock et le sergent Witherall pénétrèrent dans le bureau d'Harold Krakentorff à l'heure précise du rendez-vous donné la veille. Situé au 4e étage d'un immeuble imposant au cœur même de la City, le siège de la firme donnait l'impression d'une grande prospérité. Ameublement et décoration ultra-modernes, le tout entretenu avec le plus grand soin. Une jeune sténo à l'élégance discrète annonça les visiteurs, puis elle les conduisit dans le cabinet de travail de son directeur. Habillé avec goût sûr de lui-même, Harold Krakentorff les attendait avec calme. Si l'homme traverse une mauvaise passe, pensa Cradock, du moins n'en laisse-t-il rien paraître.
L'accueil fut franchement cordial. « Bonjour, inspecteur. J'espère que votre visite me vaudra enfin des précisions sur cette mystérieuse affaire. Peut-être seriez-vous déçu, car je n'ai que quelques questions à vous poser. »« Encore ? Nous avons déjà toutes les explications voulues. » J'admets que votre réponse est pertinente. Cependant, la routine de notre métier exige qu'une enquête soit poussée à fond. « De quoi s'agit-il maintenant ?» demanda Harold, quelque peu nerveux. « Voici, pouvez-vous me donner l'emploi exact de votre temps au cours de l'après-midi de la soirée du 20 décembre, disons entre 15h et minuit ?» L'homme d'affaires se raidit et le rouge vif qui colora ses yeux trahissait une vive irritation. « Quelle singulière question, et je me demande ce qu'elle signifie. » Un léger haussement d'épaule et Craddock répondit sans sourciller. « Tout simplement que je désirais savoir si vous étiez où vous étiez entre les heures indiquées, le vendredi 20 décembre. Me direz-vous pourquoi ? Vos précisions permettraient de serrer les problèmes de plus près. » La froide courtoisie de son vis-à-vis inquiéta l'homme d'affaires. « Soyez clair, voulez-vous ? Vos propos donneraient-ils à entendre que vous me mettez en garde contre les déclarations que je pourrais faire ?» Allusion qui parut choquer Craddock. « Nullement, car cette sorte d'avertissement signifierait que vous êtes considéré comme suspect. Au reste, ajouta-t-il aussitôt, je demande leur emploi du temps à toutes les personnes intéressées à l'affaire. Simple routine, ai-je pris soin de souligner. » Harold parut rassuré. « Eh bien, je désire vous aider dans la mesure de mes possibilités. Voyons. » À première vue, la réponse n'est guère facile à formuler. Toutefois, nous avons de l'ordre ici, et je pense que Miss Elise, ma secrétaire, sera en mesure de l'aider. Quelques mots dans l'un des téléphones posés sur le bureau, et bientôt, une jeune femme fort attrayante, dans un tailleur noir de bonne coupe, fit son apparition, bloc-notes dans une main. Les présentations faites, Harold se carra dans son bureau. « Miss Elise, dit-il, l'inspecteur désire connaître mes allées et venues dans l'après-midi de la soirée du vendredi 20 décembre, précisa Craddock. J'espère, Miss Ellis, reprit l'homme d'affaires, que vous avez quelques indications à ce sujet. Certainement, monsieur. Le temps d'aller chercher un agenda et après l'avoir rapidement consulté, la jeune femme se tourna vers son directeur. Dans la matinée du 20, vous avez été conféré avec Mr. Goddy au sujet d'une session, puis vous avez déjeuné à Berkeley en compagnie de Lord Fortville. Ah, je me souviens. Revenu dans votre bureau vers 15h, vous m'avez dicté quelques lettres. Ensuite, vous deviez vous rendre à la salle des ventes pour assister à la mise aux enchères de manuscrits rares. Je ne vous ai plus revu au bureau ce jour-là, mais il me revient que j'ai laissé en une note pour vous rappeler un dîner à l'hôtel central. Je vous remercie, Miss Ellis, ponctua Harold. Et la jeune femme prit directement congé. Tout est clair maintenant, dit posément Mr. Krakentoff. Oui, je suis allé à la salle, allé à la salle des ventes, mais les enchères étaient trop élevées. Ensuite, j'ai pris le thé. Jermyn Street, chez Russell's. Je crois. Enfin, histoire de me détendre, j'ai été voir des informations filmées avant de regagner mon domicile, 43 Cardigan Gardens, et de passer mon habit. Le dîner du Central a commencé à 19h45 et aussitôt après, je suis allé me coucher. Voilà qui devrait vous satisfaire. À quelle heure êtes-vous rentré chez vous pour vous habiller ? Je ne m'en souviens pas exactement, disons peu après 18h. Et quand s'est terminé le dîner ? Vers 23h30. Votre valet vous a sans doute ouvert la porte, et Lady Krakentorp. J'ai ouvert moi-même avec ma clé. Quant à madame, elle séjourne dans le Midi de la France depuis le début de décembre. Ce qui signifie que personne ne peut confirmer l'heure à laquelle vous êtes affirmé être rentré chez vous. Harold fronça les sourcils. Il est probable que les domestiques m'ont entendu, mais vraiment, inspecteur, je sais, monsieur, que cette sorte d'interrogatoire est déplaisant. Toutefois, il va bientôt se terminer. Au fait, avez-vous une voiture ? Oui, une Humber. Conduisez-vous en personne ? Évidemment, mais je me sers de l'auto qu'au cours des week-ends. Impossible de circuler dans Londres à notre époque. Je pense que vous prenez la Humber quand vous allez à Rutherford Hall. Oui, si je dois rester un certain temps. Quand il ne s'agit que de passer la nuit, je préfère le train. On gagne en temps. Et ma sœur vient de me chercher à la gare de Brackenton. À Londres, où laissez-vous votre auto ? Dans un garage de Mews Street, non loin de chez moi. Encore des questions ? Craddock esquissa un sourire. Selon la formule habituelle, je dirais que cela suffira. Pour le moment, et excusez-moi de vous avoir importuné, Harold ne donnait pas l'impression d'excuser qui que ce fût. Dans la rue, le sergent Witherall, soupçonneux de nature, murmura. Il n'a pas apprécié votre interrogatoire. Exaspéré, semblait-il. Si vous n'aviez pas commis un crime et qu'on parut vous soupçonner, seriez-vous satisfait ?
répondit son supérieur, et le ressentiment est encore plus vif quand une personnalité telle qu'Harold Krakentorff est en jeu. Maintenant, il nous faut savoir si quelqu'un l'a vu à la salle des ventes ou dans le salon de thé dénommé Russell's. La routine, mon cher. Toujours la routine, même si elle paraît inutile. Tout compte fait, l'homme peut très bien avoir pris le train de 16h33, pousser la femme au dehors d'un compartiment et être arrivé à temps à l'hôtel central pour dîner. D'autre part, il lui était possible de se servir de sa voiture, la nuit même du crime, de déposer le cadavre dans le sarcophage et de revenir tranquillement à Londres. Pensez-vous vraiment, sire, que les choses se soient passées ainsi ? Ce ne sont que des suppositions. Pour le moment, retenez qu'Harold Krakentorff est brun et de haute taille, ce qui correspond au vague signalement donné par cette excellente Mrs. McCulloch. Par surcroît, il connaît parfaitement Rutherford Hall, donc nous sommes obligés de le considérer comme suspect. Et maintenant, allons nous occuper de Sir Alfred. Le frère de Harold habitait un logement de Hampstead Heath, faubourg londonien, dans l'un de ces immeubles tout récents qui évoquent la pacotille. L'aspect du logement d'Alfred, un meublé de toute évidence, répondait assez bien à l'allure du locataire. Une table ordinaire, un divan en désordre et des chaises dépareillées. En dépit de sa vie cordialité, Alfred ne paraissait guère rassuré. « Votre visite m'intrigue, dit-il à Craddock. Mais puis-je vous offrir un verre ?» Déjà, il s'était saisi d'engageantes bouteilles. L'inspecteur l'arrêta d'un geste. « Serait-ce donc grave ?» voulut bien plaisanter Alfred. Craddock se raidit. « Que faisiez-vous dans l'après-midi de la soirée du 20 décembre » demanda-t-il. Une légère hésitation, il interpellait haussa les épaules. « Comment m'en souviendrais-je ? Plus de 3 semaines se sont écoulées depuis. » Cependant, votre frère Harold a pu répondre à la question. « Rien d'étonnant, » répliqua malicieusement Alfred, une malice teintée d'envie. « Harold est le succès de la famille, affairé, efficient, 1 minute pour chaque chose et chaque chose à sa place. S'il lui arrivait de commettre un crime, tous les détails seraient notés avec minutie. » Un tel langage vous est-il inspiré par une raison particulière ? Nullement. Encore une absurdité de ma part. Soit. Mais veuillez répondre à ma question. Le malheur est que je n'ai aucune mémoire en ce qui concerne les dates et les endroits. Ah, il s'agissait de Noël peut-être. Serais-je en mesure de vous satisfaire ? Une telle fête permet des regroupements, car pour l'occasion, je me rejoins ma famille. À la vérité, je me demande pourquoi mon père ronchonne, parce que la présence de ses chers fils lui coûte de l'argent. Mais il ronchonnerait encore davantage si nous n'étions pas auprès de lui ce jour-là. En somme, je ne viens à Rutherford Hall que pour voir ma sœur. C'est ce que vous avez fait il y a 3 semaines ? Exactement. Et votre père a-t-il eu un violent malaise ? Assez souvent, Craddock jouait par la bande. Alfred n'y prit point garde. Et oui, habitué à se nourrir comme un moineau. Économie. Il s'est soudain pris à manger et à boire comme un ogre. Une simple indigestion, croyez-vous ? Donnez-vous à entendre que... On m'a dit que le docteur Quimper était inquiet. Ah ! Rétorqua Alfred avec vivacité. Vous n'allez pas le croire aux sottises de ce toubib, un pessimiste à tout craint. Vous me surprenez. Il donne l'impression d'un homme pondéré. Un idiot. Mon père n'est pas un invalide, de son cœur fonctionne normalement. Quand il s'est senti indisposé, Quimper en a fait toute une histoire ridicule, inimaginable. Alfred ne se contenait plus et l'inspecteur l'observa attentivement jusqu'au moment où son interlocuteur changea brusquement de sujet. Pourquoi tenez-vous tant à connaître l'emploi de mon temps un certain vendredi ? Tiens, vous vous souvenez du jour ? Ne l'avez-vous pas déjà précisé ? Erreur. Mais j'attendais toujours votre réponse. Son vis-à-vis fronça les sourcils. Votre curiosité aurait-elle un rapport avec... Voyons, vous n'allez pas prétendre prendre au sérieux cette histoire d'Emma à propos de la soi-disant veuve de mon frère Edmund ? Auriez-vous fait la connaissance de cette mystérieuse jeune femme ? Moi ? Certainement pas. Elle a peut-être préféré s'adresser à Mr. Harold ? Pourquoi pas ? Mon frère est très connu et son nom est souvent cité dans les journaux. Toutefois, une telle démarche lui était vaine. Harold est aussi avare que le paternel, au contraire de l'ange charitable de la famille, Emma, dont les préférences allaient à Edmund. Ce qui ne signifie nullement que ma sœur soit d'une crédulité à toute épreuve. Elle n'a nullement exclu la possibilité d'un chantage. Aussi s'était-elle empressée de prévoir la présence de notre solliciteur, le jour où cette femme nous aurait rendu visite. Très sage, répondit posément Craddock. La date de la dite visite avait-elle été fixée ? Oui, elle devait avoir lieu pendant le week-end suivant, Noël. Ah, ironisa l'inspecteur, les souvenirs vous reviennent. Revenons plutôt au sujet principal. Qu'avez-vous fait le vendredi 20 décembre ? Alfred eut un mouvement d'impatience. Impossible de vous répondre, je vous assure que j'ai complètement oublié. Voyons, un petit effort. Ne s'agit-il pas du vendredi précédent les fêtes de Noël ? Des voisins, des amis pourraient vous aider.
Je les questionnerai. Contre toute attente, il reprenait de l'assurance. Si je suis incapable de préciser mes occupations ce jour-là, reprenait-il, en revanche, une chose est certaine, elles n'ont pas consisté à tuer quelqu'un dans le musée de mon père. Craddock parut surpris. Je n'ai fait aucune allusion à cette affaire. Pourquoi l'évoquez-vous? Allons, mon cher inspecteur, vous procédez à une enquête sur un crime, n'est-ce pas? Eh bien, quand un policier demande à un tiers l'emploi de son temps, à un moment donné, cela signifie tout simplement qu'il tend ses filets. Un piège, en somme. Les yeux d'Alfred étincelaient, mais Craddock avait assez d'expérience pour éviter de suivre son interlocuteur sur un terrain aussi glissant. Dites-moi plutôt si vous avez des motifs d'ordre privé pour persister à oublier le vendredi en question. Moi? Inutile, inspecteur. Vous ne me rattraperez pas de cette façon. Certes, j'admets que mon absence de mémoire paraisse étrange, mais je n'y puis rien. Oh, un instant. Oui, il me revient que cette semaine-là, je suis allé à Leeds et que j'ai passé la nuit dans un hôtel, près de la mairie. Le nom m'échappe. Cela a pu se passer un vendredi. Nous vérifierons, dit Craddock sans s'émouvoir autrement. Je regrette, cependant, que vous ne soyez pas plus compréhensif. Il y va de votre propre intérêt. Alfred eut un geste résigné. Tant pis pour moi. Cédric a un alibi Ibiza. De son côté, Harold note tous ses déplacements. Et moi, je ne puis rien préciser. Sinon que je n'assassine pas les gens. Et pourquoi aurais-je étranglé une inconnue? D'autre part, admettant que le cadavre du sarcophage soit celui de la veuve d'Edmond, quel intérêt aurait eu un membre de la famille à tuer cette malheureuse? Ah, s'il s'était agi d'une personne ayant épousé Harold pendant la guerre et qui aurait surgi à l'improviste, le cas eût été différent. Bigamie, voyez-vous. Mais la femme d'Edmund, soyez persuadés que nous aurions été ravis de demander au paternel de lui assurer une rente. Quelle colère! Et impossible de refuser. Alors, inspecteur, voulez-vous accepter un verre? Non? Tant pis. Et je regrette de ne pas pouvoir vous aider. Je sais à quoi m'en tenir, murmura le sergent Witherall à la sortie de l'immeuble. Craddock jeta un regard interrogateur sur son subalterne. Oui, sire, reprit celui-ci, au sujet de notre Lascar. Son nom a été prononcé à propos de cette affaire de carambouillage qui fit grand scandale il y a quelque temps déjà. Mais aucune preuve formelle. L'homme est rusé. Plus tard, il est abouché avec des escrocs fréquentant le quartier malfamé de Soho. Vous savez, un trafic de montres suisses et de pièces d'or. Un sourire éclaira le visage de l'inspecteur. Grâce au sergent, il comprenait pourquoi le visage d'Alfred ne lui était pas inconnu. L'homme se complaisait dans de louches transactions, mais il avait toujours un excellent motif pour justifier sa présence dans tel ou tel endroit. Voilà qui explique bien des choses, dit finalement Craddock. Croyez-vous en sa culpabilité dans... Je n'irai pas jusqu'à affirmer qu'il a l'étoffe d'un meurtrier. En revanche, vos découvertes expliquent pourquoi il ne voulait pas répondre à ma question. Et, faute d'alibi, il risque d'être compromis dans le crime de Rutherford Hall. Ce n'est pas tout à fait exact, comprenez-vous bien. Prétexter un manque de mémoire est nécessaire quand l'intéressé ne désire pas attirer l'attention sur l'emploi exact de son temps. Par exemple, sur des rendez-vous avec des acolytes chargés d'écouler une marchandise prohibée. De retour à Scotland Yard, Craddock s'isola dans son bureau. Immobile sur sa chaise, il semblait plongé dans un abîme de réflexion. Soudain, il se saisit d'un bloc-notes et se prit à écrire lentement. Meurtrier, un homme brun de haute taille. Victime, soit Martine, la veuve ou la maîtresse d'Edmond Krakentorff, soit Anna Stavinska, qui a disparu au moment du crime. Âge, apparence et vêtements peuvent répondre à ceux de l'inconnu. Cette Anna n'a aucun lieu de particulier avec Rutherford Hall, du moins le pense-t-on. Une courte pause, un soupir et l'inspecteur reprit son stylo. Il peut s'agir également d'une la première femme d'Harold, bigamie, ou de sa maîtresse, chantage. Nouvel arrêt, puis, si Alfred est compromis dans l'affaire, chantage également, peut-être la victime avait-elle surpris l'un de ses petits secrets. Cédric, il n'a pas exclu que le peintre ait connu cette femme à Paris ou aux Baléares. Craddock sursauta avant de continuer sa narration. Ne pas oublier qu'Anna Stavinska a pu passer pour Martine. Une hésitation, un coup de poing sur la table et les notes trouvèrent leur conclusion. À l'heure présente, il s'agit d'une inconnue tuée par un inconnu. De nouveau, l'inspecteur se prit la tête entre ses mains. Impossible de percer un mystère sans trouver un motif plausible au crime. Et aucun des mobiles qui se présentaient à l'esprit n'était valable. Ah! S'il s'était agi du père, l'évocation du vieillard dut inspirer Craddock car il se saisit de son bloc-notes. Interroger le docteur Quimper sur le malaise de Luther Krakentorff, exiger de Cédric un alibi précis, consulter Miss Marple. Chapitre 16.
Craddock hésitait à pénétrer dans le petit salon où se tenait Miss Marple. Il avait aperçu Lucy Hayles Barrow en grande conversation avec elle-même. Le temps d'une courte réflexion, et l'inspecteur pensa que la présence de la jeune femme faciliterait peut-être les choses. « Ma visite n'a aucun caractère officiel, dit-il presque en s'excusant. En dépit de la vive sympathie qu'il éprouvait pour la vieille demoiselle, il semblait chercher ses mots. Souriante, l'interpellée entreprit d'alléger l'atmosphère. « Vous n'ignorez pas, ma chère, déclara-t-elle à Lucy, que je connais très bien notre visiteur. N'est-il pas le filleul de mon vieil ami Sir Henry Clittering ?» En réponse à ce rappel par personne interposée, Craddock crut devoir s'adresser également à Miss Hayles Barrow. Savez-vous ce que mon parrain pense de Miss Marple ? Tout simplement ceci, la meilleure détective que je connaisse. Et il m'a donné cet avis. Ne prenez jamais ses conseils à la légère. La plupart du temps, elle est en mesure non seulement de révéler ce qui aurait pu ou dû se passer, mais encore ce qui a réellement eu lieu, sans oublier d'en donner la raison. Miss Marple mérite le prix d'excellence à cet égard. « Oh !» murmura celle-ci, « n'exagérons rien. Un élémentaire connaissant des sentiments humains, voilà tout mon bagage. Voyez-vous, les habitants de notre planète se ressemblent tous, plus ou moins. Il s'agit donc d'observer, d'évoquer des souvenirs et de déduire. Très facile en vérité. Cependant, dans l'affaire qui nous préoccupe, il y a un écueil, je ne vis pas à Rutherford Hall. Mais... vous avez pris le thé avec les Krakentorf, objecta Craddock. Exact. Toutefois, la famille n'était pas au complet. Intriguée, Lucy risqua une question. Avez-vous l'impression que la présence d'un vrai coupable suffise pour l'identifier par intuition ? Il faut être très circonspect quand il s'agit d'une chose aussi grave qu'un assassinat. On est toujours enclin à se soupçonner quelqu'un en particulier et de regrettables erreurs s'ensuivent. En revanche, il convient d'étudier toutes les personnes présentes auprès de vous à un moment donné et les comparer à celles du même type qu'on a déjà eu l'occasion de rencontrer. Comparer, par exemple, Cédric au directeur de banque dont vous lui avez parlé après le thé, dont il a été question, nota Lucy. Une petite erreur, ma chère. J'ai fait allusion à son fils. Le directeur Mr. Head ressemblait plutôt à Harold, un homme posé, trop intéressé peut-être, et qui tenterait l'impossible pour éviter un scandale. Craddock esquissa un sourire. Et Alfred ? Demanda-t-il. Je le classerais parmi les bricoleurs, ce genre de bricolage qui permet de ne pas se compromettre exagérément à son sujet. Je me souviens d'un jeune homme qui, dans les ateliers, remplaçait un outil neuf par un autre légèrement usagé, et ainsi de suite. Un léger toussotement et l'inspecteur murmura comme à regret. « Que pensez-vous d'Emma ?» Eh bien, répondit Miss Marple, elle me rappelle une jeune femme de ma connaissance, plutôt vieux jeu et très douce, en dépit de la nervosité excessive de son père. Eh bien, à la mort de celui-ci, elle se lança dans la grande vie, robe décolletée, bijoux, cheveux ondulés, etc. Finalement, et contre toute attente, elle se maria. L'allusion à Rutherford Hall était directe, aussi Lucy intervint-elle. Ne croyez-vous pas côté chez les Krakentorf, il lui était préférable d'éviter de parler de l'éventuel mariage d'Emma? Ses frères étaient bouleversés. Évidemment, les humains semblent incapables de voir ce qui se découle sous leurs propres yeux. Vous-même, je l'admets en l'occurrence, les deux intéressés paraissaient trop âgés pour s'épouser. Certes, le docteur Quimper grisonne quelque peu, mais il a certainement pas atteint la cinquantaine. Et tout donne à penser qu'il désire se créer un nouveau foyer. J'ai entendu dire qu'il est veuf depuis plusieurs années. Sa femme serait morte en couche. Pour sa part, Emma doit avoir dans les 35 ans, âge qui conviendrait à Quimper. Lucy eut un geste d'impatience. « Sommes-nous ici dans le but d'ordre matrimonial ou pour discuter d'un crime ?» Un clignement d'œil et Miss Marple reprit. « Peut-être suis-je trop romantique, défaut de vieille fille. À propos, Lucy, votre contrat avec moi est venu à expiration. Et si vous tenez à prendre quelques repos avant d'assumer de nouvelles fonctions ? Quitter Rutherford Hall ? Non ! Pour la bonne raison que je suis devenu un excellent limier, semblable en cela à Alexander Hisley et à son camarade. Ils ne cessent de chercher une piste à tel point que, hier, je les ai surpris en train de vider les boîtes à ordures. Et, inspecteur, conservez tout votre calme si vous remettez triomphant un papier sur lequel vous pouvez lire « Martine, si tu tiens à la vie, ne rentre plus dans le musée ». Prise de pitié pour eux, j'ai caché cette note dans la porcherie. La porcherie, s'étonna Miss Marple. Élève-t-on encore des cochons à Rutherford Hall ? Non, mais il m'est arrivé de m'y rendre à plusieurs reprises. Le regard de la vieille demoiselle s'attardait sur la jeune fille. Aussi, Craddock jugea-t-il à propos d'intervenir. Qui séjourne à Rutherford Hall en ce moment demanda-t-il à Lucy.
Cédric et Brian pour le week-end. Demain, nous aurons également Harold et Alfred. Ils ont téléphoné dans la matinée et j'ai l'impression qu'ils ont quelque peu nerveux. Le fait est que je les ai secoués en leur demandant l'emploi de leur temps le vendredi 20 décembre. Et si Harold a répondu en revanche, la mémoire d'Alfred est défaillante, volontairement, oserais-je dire. Mais il me faut aller à Rutherford Hall, quelques mois avec Cédric. Auparavant, je désirerais m'entretenir avec Quimper. Oh, Miss Ailes Barrow, j'allais oublier, que pensent les Krakendorf au sujet de Martine? Je veux dire, quand la police n'est pas auprès d'eux. La réponse ne se fit pas attendre. Ils en veulent tous à Emma de s'être confiés à vous et ils blâment Quimper de l'avoir encouragé à agir de la sorte. Harold et Alfred estiment que cette affaire, Martine, n'est qu'une imposture. Pour sa part, Emma est hésitante. Cédric, lui, n'est pas loin de partager l'opinion de ses frères et la vérité est qu'il ne prend pas l'affaire au sérieux. Enfin, Brian croit à l'existence de la veuve d'Edmund. Et pourquoi? Brian appartient à cette catégorie d'hommes qui acceptent les choses telles qu'elles apparaissent être. En conséquence, il estime que la veuve d'Edmund a écrit à Miss Emma qu'elle s'est trouvée dans l'obligation de rentrer en France et se manifestera tôt ou tard. Mais le fait que cette personne n'ait pas encore envoyé une autre lettre lui semble naturel. Et pour cause, il a horreur d'écrire. Sa crédulité va de pair avec la douceur de son caractère. Parfois, Brian donne l'impression d'un bon toutou prêt à se laisser emmener faire une promenade. Dans le parc ou en direction de la porcherie, par exemple, intervient Miss Marple. Lucie a eu un léger sursaut. Savez-vous, ajouta malicieusement la vieille demoiselle, que vous êtes très attrayante et que les gentlemen de Rutherford Hall ne l'ignorent pas? Cette fois, le visage de Lucie devint cramoisi. Elle revit en pensée Cédric, appuyé contre un mur branlant, Brian mélancolique assis sur la chaise de la cuisine, et Alfred plus qu'entreprenant. Cette rêverie fut interrompue par Miss Marple. « J'ai dit gentleman, mais... » Sa voix se fit plus appuyée. « N'oubliez jamais que les gentlemen sont semblables aux autres hommes, même quand ils sont très vieux. » « Ma chère, s'écria Lucie, stupéfaite, permettez-moi de vous dire qu'au XVIIIe siècle, on vous aurait encore brûlé vive pour sorcellerie. Et elle confirma à son amie la singulière proposition du mariage de Luther Krakendorf. Mariage sous condition, tint-elle à préciser. En somme, conclut-elle, ils m'ont tous sollicité. De la part d'Harold, il ne s'est agi que d'un brillant emploi dans ses bureaux. Oh, je ne crois pas que ma beauté soit en jeu. Ils doivent se figurer que je sais quelque chose. Elle se prit à rire, mais Cradock la rappela à la réalité. « Soyez prudente. Aux avances peuvent succéder les menaces. » Je ne le conteste pas, mais on oublie le danger. Les deux collégiens en donnent tellement à cœur joie qu'on finit par croire à un jeu. À propos, dit Miss Marple, quand regagne-t-il l'école? La semaine prochaine, et il nous quitte dès demain. Alexander doit passer quelques jours chez les parents de son camarade Stoddard West. Tant mieux, je n'aimerais guère qu'un nouveau drame se déroulât pendant le séjour à Rutherford Hall. Lucie fronça les sourcils. Pensez-vous à Mr. Krakendorf père? Non, au jeune garçon. Je ne comprends pas. Réfléchissez, ma chère. Ils furent partout. Cherche des indices. Évidemment, la jeunesse adore cela, mais ce passe-temps peut devenir dangereux. Cradock dévisagea la vieille demoiselle. Si je comprends bien, vous liez le coupable à Rutherford Hall? Exact. Reprit l'inspecteur. Tout ce que nous savons de lui, c'est qu'il est plutôt brun et de haute taille. Or, à Rutherford Hall, 3 hommes pourraient répondre à ce bref signalement. Le jour de l'enquête du coroner, les frères Krakendorf se tenaient sur un trottoir. Ils me tournaient de dos et je suis surpris de constater qu'avec leur épais par-dessus, ils se ressemblaient au point de les confondre. Cependant, leurs types respectifs sont complètement différents. Que déduire sinon que les conjectures sont dangereuses? Et croyez-vous à l'existence de cette mystérieuse Martine? Je suis tout à fait disposée à croire qu'Edmund Krakendorf a épousé ou avait l'intention d'épouser une jeune fille portant ce nom. Rappelez-vous la lettre écrite par lui et qu'Emma vous a montrée. Ce que je sais de Miss Krakendorf et les détails que m'a donné Lucie m'incitent à dire qu'Emma est totalement incapable d'inventer une telle histoire. Au surplis, dans quel dessein aurait-elle agi ainsi? Admettons donc la réalité de Martine, répondit Cradock, tout pensif. Du moins, avons-nous ainsi un mobile au crime? L'entrée en jeu de cette jeune femme avec un fils affecterait le partage de l'héritage de Krakendorf. Sans doute pourrait-on penser que la réduction des parts ne serait pas assez importante pour conduire au crime. Mais il n'en reste pas moins que tous les héritiers sont à court d'argent. Même Harold? S'étonna Lucie. Oui, il s'est engagé dans les transactions hasardeuses et seul des gros capitaux lui éviterait un krach.
La mort de Martine n'allégerait pas la situation de Harold et ne serait d'aucun intérêt pour ses frères ou sœurs, dit Miss Marple. Du moins jusqu'au décès de leur père, je le sais, reprit Craddock. Mais à en croire son médecin, Mr. Krakentorff est beaucoup plus solide que certains l'imaginent. Il vivra des années, assura Lucie. Cependant, elle hésitait. Cependant, insista Craddock. Eh bien, Mr. Krakentorff a été assez sérieusement indisposé le soir de Noël et il m'a confié que le docteur Quimper lui-même s'en était inquiété, à tel point qu'on y put croire un empoisonnement. Exactement le sujet de la conversation que je désire avoir avec le docteur. Je suis heureuse, mais il est temps que je rentre à Rutherford Hall. À ce moment précis, Miss Marple se saisit du Times, déposé sur un guéridon à la page des mots croisés. Il me faudrait un dictionnaire complet, murmura la vieille demoiselle. 2 mots se présentent à mon esprit, tontine et tokay. Je les confonds toujours. Du seuil de la porte, Lucie se retourna. Tokay a 5 lettres seulement, lança-t-elle, et tontine en compte 7. Quelle est la clé? Oh, s'exclama Miss Marple. Encore une distraction de ma part. Ces 2 mots n'ont rien à voir avec le puzzle. Ils ne sont passés par la tête. Le regard de Craddock s'attarda sur la vieille demoiselle. Puis il reprit rapidement congé, l'air soucieux. Chapitre 17. Le docteur Quimper avait à peine terminé ses consultations quand l'inspecteur Craddock se fit annoncer. Paraissant très fatigué, le praticien va à sa rencontre et, après avoir invité le policier à s'asseoir, se laissa tomber sur un fauteuil. Exténué, dit-il après un soupir. Je viens d'examiner une femme qui aurait dû venir me voir beaucoup plus tôt. Maintenant, il est trop tard pour l'opérer. Cette sorte de cas me rend fou. Le fait est que les êtres humains sont d'une extraordinaire mélange d'héroïsme et de lâcheté. Ainsi, cette femme souffrait atrocement, mais gardait le silence, tout simplement parce qu'elle avait peur d'apprendre la vérité. En revanche, il y a des gens qui me font perdre un temps précieux pour un bobo qu'ils prennent pour un cancer, alors qu'il ne s'agit que d'une engelure. Mais, excusez ce bavardage, il me fallait une détente. Que puis-je faire pour vous ? En premier lieu, je dois vous remercier d'avoir conseillé à Miss Krakentorff de me communiquer la lettre portant la signature de la veuve de son frère Edmund. Oh, il ne s'agit que de cela. À la vérité, l'initiative de cette démarche ne m'appartient pas entièrement. Emma avait elle-même l'intention de le faire parce que toute l'histoire l'inquiète. Naturellement, ses chers frères se sont efforcés de l'en dissuader. Et pourquoi ? Le docteur haussa les épaules. Peut-être craignent-ils que la femme en question ne soit réellement Martine ? Pensez-vous que la lettre soit réelle ? Aucune idée, je ne l'ai jamais eu en main. Toutefois, il pourrait s'agir d'une personne qui, connaissant la situation, a tenté d'en profiter. Une grossière erreur, car Emma n'est pas de celle qui accueillerait une belle sœur inconnue sans prendre les précautions qui s'imposent. Je n'en doute pas, mais ma visite a un autre but. On m'a dit que tout récemment, pendant les fêtes de Noël, je crois, Mr. Krakentorff avait été assez sérieusement malade. Exact, répondit-il. Le visage du docteur se durcit. L'inspecteur hésitait. Le sujet est délicat, surtout quand on s'adresse aux médecins de la famille de Mr. Krakentorff, ne cesse de se vanter d'une santé à toute épreuve, affirmant qu'il survivra à la plupart des membres de sa famille. Souvent, il parle de vous. Excusez-moi, docteur. Quimper esquissa un sourire. Oh, n'ayez aucune crainte, je suis imperméable aux réflexions de mes malades. Eh bien, il dit que vous êtes un faiseur d'embarras et va jusqu'à affirmer que vous lui avez posé de nombreuses questions. Non seulement sur la nourriture, mais également sur la personne qui prépare les mets et sert les convives. Le praticien ne souriait plus. Continuez, je vous prie. Mr. Krakentorff a même prononcé ces mots. Quimper donne l'impression de croire que quelqu'un m'a empoisonné. Le pensez-vous vraiment, docteur ? Question embarrassante pour un homme tenu au secret professionnel. Quimper abandonna son fauteuil avec regret et fit quelques pas dans le petit salon avant de faire face à son interlocuteur. « Que diable voulez-vous que je réponde ? Pensez-vous qu'un médecin puisse se permettre de lancer des accusations de ce genre, du moins sans aucune preuve ? En toute confidence, je désire simplement savoir si un soupçon n'a pas effleuré votre esprit. Le vieux Krakentorff est habitué à vivre frugalement, mais pour les fêtes, Emma a corsé le menu. Résultat probable, une gastro-entérite. Dans ce cas particulier, les premiers symptômes semblaient justifier ce diagnostic. Craddock insista. Mais vous donnez-il entière satisfaction ? Un long regard, et le docteur répondit. Disons que j'ai été intrigué. Cela vous suffit-il ? Puis-je vous demander la raison ? Le cas de la gastrite varie avec les malades, mais cette fois, certaines particularités se rattachaient plutôt à un empoisonnement par l'arsenic qu'à un simple dérangement d'ordre exclusivement digestif. Je me dois d'ajouter que les erreurs sont possibles. Quelle a été votre opinion définitive ?
Mes soupçons ne devraient pas être justifiés, car Mr. Krakentorff a fini par m'assurer que son indisposition du moment était similaire à des ennuis du même genre survenus alors que je n'étais pas encore son médecin, et que la cause était la même, excès de nourriture. Et cet excès coïncidait avec la présence d'invités, famille ou amis. Oui! Une courte pause, et le docteur reprit la parole. Franchement, inspecteur, mes analyses ne m'avaient pas entièrement convaincu. J'ai même écrit à mon prédécesseur, retiré maintenant, le docteur Morris qui a soigné Mr. Krakentorff avant mon arrivée dans ce pays. Je lui ai demandé des détails sur les indispositions antérieures de mon ancien client, et le docteur Quimper esquissa une grimace. J'ai reçu une verte semonce. Pour un peu, il m'aurait traité de fou, le déranger pour de simples malaises. Admettons donc que je sois un sot. Craddock paraissait soucieux. Droit au but, docteur. Il y a des personnes à qui la mort de Luther Krakentorff assurerait un héritage considérable. Or, l'homme peut vivre jusqu'à 90 ans. Facilement, il passe son temps à se soigner et son cœur est solide. Et ses enfants ont peut-être besoin d'argent. Je vous vois venir, mais laissez Emma de côté. Les malaises du père n'ont lieu que pendant les séjours de ses fils, jamais quand il est seul avec sa fille unique. Précaution élémentaire si elle est coupable, se dit Craddock, mais il garda cette pensée pour lui seul. Surpris de son silence, Quimper l'observait. Naturellement, reprit l'inspecteur, je ne suis pas compétent, mais supposons. Je dis bien supposant que l'arsenic soit entré en jeu, ne croyez-vous pas que Luther Krakentorff eut une chance du diable de s'en tirer ? Vous avez soulevé un lièvre, répondit Quimper. Et, curieuse coïncidence, c'est le lièvre même qui m'avait presque convaincu. D'accord sur ce point avec Maurice, que mes soupçons relevaient de la démence. Comprenez-moi bien, il ne pouvait s'agir dans ce cas particulier de petites doses d'arsenic administrées régulièrement, procédé le moins compromettant, car Krakentorff n'a jamais souffert de gastrite chronique. A priori, cette constatation inciterait à penser que sa crise soudaine et violente était due à une forte dose de poisson. Mais les suites n'ont pas été fatales, donc ou la dose était relativement minime, ou la robustesse du vieillard est-elle d'une quantité capable de terrasser un homme de moyenne constitution, ne l'a pas affecté exagérément. Cependant, le coupable qui devait savoir à quoi s'en tenir aurait dû administrer la dose nécessaire. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? La question était démesurée sans réponse. Le docteur ajouta « N'oubliez pas que cette question présuppose l'intervention d'un empoisonneur, alors que, probablement, il n'existe qu'à l'état de mythe. Admettons donc que je me suis laissé emporter par mon imagination. » Un problème plutôt bizarre, conclut Craddock. Le tout semble n'avoir aucun sens. « Inspecteur !» Cet appel subite fit sursauter Craddock qui se disposait à sonner à la grande porte de Rutherford. S'étant retourné, il vit Alexander et son ami Stoddard West sortir de l'ombre. « Nous avons entendu votre voiture et nous voulons vous parler, » murmura le fils de Brian Isley. « Eh bien, suivez-moi !» De nouveau, Craddock avançait la main vers la chaîne de la cloche, mais Alexander le retint par un pan de son par-dessus. « Nous avons découvert une pièce à conviction, dit-il haletant. Au diable Lucie et ses bouts de papier, pensa le policier. Mais il se contient. Parfait, répondit-il. Rentrez avec moi et vous me raconterez votre histoire. Non, répliqua Alexander. Quelqu'un nous dérangerait sûrement. Allons plutôt dans la sellerie, nous allons vous montrer le chemin. À contre-cœur, Craddock se laissa conduire jusqu'à la cour des écuries. Puis, Stoddard West ouvrit une lourde porte et tâtonna dans l'obscurité. Une ampoule de faible puissance s'alluma. Jadis, un modèle de propreté digne de l'époque victorienne, la sellerie n'était plus que le triste dépôt de rebuts de toutes sortes. « Nous venons souvent ici, » fit observer Alexander. « On se sent vraiment en sûreté. » Ses yeux étincelants derrière de grandes lunettes, Stoddard West s'agitait. « Il s'agit vraiment d'un document important, » s'écria-t-il, « et nous l'avons trouvé cet après-midi même. »« Formidable !» enchaîna Alexander, avec encore plus d'enthousiasme. « Rien n'a échappé à notre attention. Fourrés, creux, des arbres, boîtes à ordures. Mais... » coupa Stoddard. « C'est dans le réduit de la chaufferie où le vieux jardinier accumule tous les papiers laissés à l'abandon que je l'ai ramassé. » Dans les réduits de la chaufferie, s'écria Craddock. Sa surprise était compréhensible. Lucie avait fait allusion à un message destiné aux jeunes gens, mais selon elle, il avait été déposé dans la porcherie. Déjà, Alexander interpellait son camarade. « Attention, Stoddard, mettez vos gants !» Gonflé d'importance, le détective en herbe sortit d'une poche une vieille paire de gants, et puis d'une autre un rouleau de papier noir à l'intérieur duquel se trouvait une enveloppe froissée qu'il tendit à l'inspecteur. Celui-ci put lire une adresse. Mrs. Martin Krakentorff, 126 Elvers Crescent, Londres, numéro 10. Rien à l'intérieur de l'enveloppe. Cependant, Lucie avait bien parlé d'un message.
Déjà, Alexander reprenait la parole. Voilà qui prouve qu'elle est venue ici. Je parle de la femme française de l'oncle Edmond, au sujet de laquelle tout le monde se creuse la tête. Elle eût dû perdre cette enveloppe dans le jardin. Il semble donc qu'elle soit la personne qui a été tuée dans le sarcophage, précisa Stoddard West. Ce n'est pas impossible, répondit l'inspecteur. Peut-être pour ne pas la décevoir. À vrai dire, cette enveloppe vide l'intriguait. Une vraie chance. Pareille trouvaille à la veille de notre départ, reprit Stoddard. Votre départ ? Demanda Craddock, qui, en fait, ne l'ignorait pas. Oui, intervint Alexander. Je vais passer quelques jours chez les parents de Stoddard. Oh, une maison de tonnerre. Elle date de l'époque de la reine Anne. Certainement pas, objecta son camarade. Mais votre mère m'a dit, maman est française, elle n'entend rien à l'architecture anglaise. Pendant ce temps, Craddock examinait l'enveloppe. Admettant que Lucie eût vraiment écrit l'adresse, comment avait-elle pu imiter aussi parfaitement le cachet de la poste ? Et où se trouvait le texte rédigé par la jeune femme pour corser l'aventure des collégiens. Naturellement, ceci exultait, mais Miss Ailes Barrow n'avait certainement pas prévu de telles complications. Si l'enveloppe n'était pas de sa main, qui ? Interrompant brusquement la discussion d'ordre architectural qui se poursuivait entre Alexander et Stoddard, il dit simplement « Vous m'avez rendu un grand service. »